Bonsoir à tous. On parle souvent de crise politique, de chiffres économiques ou de tensions religieuses pour expliquer l'état du monde. Mais on interroge rarement la racine psychologique et philosophique de nos blocages. Mon invité ce soir propose un regard différent, presque chirurgical, sur ce qui freine l'évolution de nos sociétés. Docteur Mahdaoui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Léa. Docteur, dans vos récents travaux, vous ne pointez pas du doigt le manque de ressources ou de foi, mais ce que vous appelez une lentille qui déforme notre vision du réel. Ma question est simple soit. Sommes-nous devenus prisonniers d'une certitude qui nous empêche, paradoxalement, de progresser soi ? C'est une question essentielle et pour y répondre, il faut accepter de faire un pas de côté. Ma réflexion ne commence ni par la religion, ni par la politique. Elle commence par quelque chose de beaucoup plus fondamental et peut-être de plus inconfortable, notre rapport à l'ignorance. Vous savez, la science elle-même est née le jour où l'humanité a osé dire « c'est, je ne sais pas ». C'était une révolution d'humilité. Mais aujourd'hui, j'observe un phénomène inverse, ce que Socrate appelait la double ignorance. Cet état dangereux où l'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas. Et c'est précisément ce voile que je voudrais lever avec vous aujourd'hui. Pour ma part, ma réflexion ne commence pas avec la religion ou la politique. Bien. Non, pour moi, tout part d'un concept bien plus fondamental, celui de l'ignorance. Et c'est à travers ce prisme, cette lentille, que je voudrais analyser. Une situation qui me semble absolument cruciale aujourd'hui. Vous savez, quand on y pense, la science elle-même, dans son essence, est née de l'ignorance. La grande révolution scientifique, ce n'est rien d'autre que ce moment incroyable où l'humanité a enfin osé admettre qu'elle n'avait pas toutes les réponses. Ça a été une rupture totale avec des millénaires de certitudes, de vérité absolue, soi-disant dictées par des textes sacrés. Et cette humilité, cette reconnaissance de notre propre ignorance, ça a été le véritable point de départ de tout le progrès qu'on connaît. Et c'est ici justement qu'on touche au cœur de mon argument. Le concept de Socrate, l'ignorance double. Pouvez-vous préciser ce concept pour nos téléspectateurs ? C'est quoi ça ? C'est cette forme d'ignorance la plus profonde où quelqu'un ne sait même pas qu'il ne sait pas. Mais je ne sais pas. Et c'est un état extrêmement dangereux parce qu'il enferme dans de fausses croyances, dans une rigidité intellectuelle qui devient presque impossible à ébranler. Alors maintenant, prenons ce concept philosophique et posons-le sur le monde d'aujourd'hui. Voyons ce que ça nous dit de ce que j'observe dans les sociétés arabo-musulmanes contemporaines. Concrètement, comment est-ce que cette ignorance double se manifeste et en fait étouffe toute curiosité ? Je vois un système éducatif qui, trop souvent, décourage la pensée critique. Et les débats, ce ne sont plus des débats. Ce sont des monologues croisés où chacun cherche à défendre sa position, sans jamais chercher à comprendre l'autre. Forcément, quand on est absolument convaincu de détenir la vérité unique. Et absolu, ça creuse un fossé, un gouffre avec les autres sociétés. Ça engendre une méfiance quasi viscérale de tout ce qui est différent de l'inconnu. Et ça, bien sûr, ça bloque toute possibilité de dialogue réel et constructif. Vous parlez de conséquences psychologiques. Quelles sont-elles exactement ? On va commencer par ce que je perçois comme un sentiment de supériorité qui est à la fois très répandu et, disons-le, complètement illusoire. On entend ce verset partout, tout le temps. Et j'observe qu'il est très souvent brandi comme une justification, comme la preuve d'un complexe de supériorité. On se persuade qu'on est la meilleure des nations. Et en même temps, comment ne pas voir le décalage flagrant ? Dans tant de domaines essentiels entre le monde islamique et d'autres régions du monde, pour moi, cette référence constante à un passé glorieux, aux grandes réalisations d'hier, ce n'est pas du tout un signe de force. Au contraire,
c'est le symptôme d'une crise psychologique profonde. C'est une façon, en fait, de compenser les frustrations et les échecs écrasants du présent. Et là, on tombe dans quelque chose qui ressemble à de la malhonnêteté intellectuelle. On s'approprie des concepts très modernes, comme la liberté, la PEC, les droits des femmes, en clamant qu'ils sont au cœur de l'islam depuis toujours, tout en faisant semblant d'ignorer les contradictions évidentes qu'on trouve noir sur blanc dans nos propres textes fondateurs. Et cette mentalité, où est-ce qu'elle nous mène ? Eh bien, selon moi, elle nous mène à accepter et même à défendre des croyances qui défient la logique la plus élémentaire. Vous évoquez un paradoxe particulièrement troublant dans la relation avec l'Occident. Pouvez-vous développer ? Tout ça m'amène au conflit central, au paradoxe le plus amer, le plus insoutenable, qui caractérise notre relation avec l'Occident. On le voit, on l'entend partout, cette colère, cette rhétorique qui enfle et qui, bien souvent, culmine dans des prières enflammées, des prières qui appellent à la ruine, à la destruction pure et simple de cet Occident mécréant. Et pourtant, la réalité, la voici. On dépend totalement de ce même Occident pour les choses qui nous maintiennent en vie. À commencer par la médecine. Et ce n'est pas tout. De nos téléphones portables, à nos ponts, nos routes, nos avions, notre quotidien est littéralement bâti sur des inventions et des technologies occidentales. Et, ironie suprême, c'est vers ces mêmes pays occidentaux que tant de gens fuient pour échapper à la misère, à la tyrannie, pour chercher la sécurité et un avenir. Alors voilà la question centrale, celle qui dérange. Comment est-il possible de maudire à longueur de journée ceux qui nous fournissent les outils même de notre survie ? Oui, ma question est encore plus profonde. Comment peut-on vivre avec une telle dissonance cognitive-là ? Docteur, comment sortir de cette impasse, Fethi ? Quelle est votre proposition ? Je vais donc terminer avec ce que je crois être une vérité nécessaire, même si elle est amère. C'est, à mon sens, la seule voie possible pour sortir de cette impasse. Mon argument final, le voici. Si on veut vraiment prouver qu'on est la meilleure des nations, la rhétorique et les slogans ne suffisent plus. La seule preuve qui vaille, c'est la contribution. Il faut cesser de maudire les autres pour enfin commencer à créer. À innover, à participer activement et positivement à la marche du monde. Je vais donc laisser chacun avec cette question. Une question qui, je l'espère, poussera à une réflexion honnête sur la différence fondamentale qu'il y a entre une fierté héritée et une grandeur qui se gagne, qui se mérite ici et maintenant parce qu'on apporte au monde. Docteur, merci pour cette réflexion profonde et courageuse. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée.